Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. David Stéphane était un homme qui attirait l'attention dès son entrée. Avec ses larges épaules, sa coupe de cheveux impeccable et une assurance qui confinait à l'arrogance, il était le genre d'homme qui n'avait pas besoin de parler pour se faire remarquer. Chacun de ses pas était mesuré, déterminé et délibéré, comme un homme ayant remporté des batailles dont personne n'aurait même osé rêver. À 37 ans, David était déjà directeur des opérations chez Watts Company, l'une des entreprises immobilières et de construction les plus influentes du pays. Alors que la plupart de ses pairs gravissaient encore les échelons de l'entreprise, David avait bâti sa propre entreprise et planté un drapeau au sommet. Il était reconnu dans tout le secteur comme un dirigeant pragmatique, un homme qui privilégiait les résultats aux relations et la structure aux sentiments. Ses collègues le craignaient ou l'admiraient, parfois les deux, mais personne ne l'ignorait jamais. Watts Company avait une réputation d'excellence, et David en était devenu le symbole de l'efficacité. Il gérait des portefeuilles de plusieurs milliards de naira avec la précision d'un chirurgien, examinant plans, contrats et permis municipaux comme s'il s'agissait d'histoires à dormir debout. Sous sa direction, l'entreprise s'est développée dans de grands projets métropolitains, des condominiums de luxe sur l'île Victoria, au vaste lotissement d'Abuja. Il était à l'origine de chaque initiative réussie de Watts, et le conseil d'administration disait souvent en privé que David était la meilleure chose qui soit arrivée à l'entreprise. Pourtant, malgré son succès, David n'était pas réputé pour sa compassion. Il n'assistait pas aux fêtes de bureau. Il n'échangeait pas de plaisanteries dans les couloirs. Il ne se souvenait pas des anniversaires, sauf s'ils étaient ceux de quelqu'un d'utile. Sa vie était un système calculé, et les émotions n'en faisaient pas partie. Chaque matin, David arrivait au siège de Watts avant même que la plupart des employés aient quitté leur lit. Il se garait dans sa place privée au sous-sol, prenait l'ascenseur de direction jusqu'au dernier étage et s'installait derrière son bureau en verre avec une précision militaire. Le bureau était élégant et moderne, avec un sol en marbre noir, des meubles chromés et un immense écran mural affichant les fluctuations du marché mondial. Pas de photos, pas de souvenirs personnels. Juste une plaque élégante sur le bureau, avec l'inscription « David Stéphane, directeur des opérations ». De là, il dirigeait les opérations avec une précision clinique, donnant des ordres par l'interphone, scannant des documents et multipliant les appels. Il croyait aux résultats, aux chiffres, aux graphiques. Il croyait que la seule chose digne de confiance dans la vie était le pouvoir, surtout celui qui immobilisait les gens sur son passage. Mais derrière l'apparence calme du cadre le plus estimé de la Watts Company se cachait un homme qui avait soigneusement construit des murs autour de lui. David ne croyait ni au hasard, ni au destin. Dans sa vie, tout devait être gagné, maîtrisé et perfectionné pour en tirer profit. Il travaillait de longues heures, souriait rarement et voyait le monde à travers le prisme de la stratégie. Pour lui, les gens étaient soit des échelles, soit des mines terrestres. C'est ainsi qu'il a navigué dans son monde, un pas après l'autre, sans jamais hésiter, sans jamais douter et surtout sans jamais faiblir. Chez Watts Company, David Stéphane n'était pas qu'un simple employé. C'était une véritable tempête en costume sur mesure, et personne ne se mettait en travers de son chemin. Le mariage de David avec Rita n'était ni le fruit de la passion, ni le fruit d'un lien affectif. C'était plutôt une décision calculée, une démarche visant à parachever l'image d'un homme stable et responsable que Watts Company valorisait chez ses dirigeants. Rita était calme, obéissante et d'une simplicité absolue. Elle travaillait au service client de l'entreprise, toujours habillée modestement et respectueuse. David l'avait remarquée parce qu'elle était différente, discrète, sans ambition ni menace. Pour lui, elle représentait la sécurité. Elle ne posait pas de questions, ne se disputait pas son temps et ne cherchait jamais à défier son autorité. Lorsqu'il a décidé de se marier, il l'a abordée comme s'il lui proposait un emploi. Pas de demande en mariage à genoux, pas de fleurs, pas de préparatifs romantiques. Un simple dîner dans un restaurant chic où il lui a annoncé qu'il envisageait le mariage et qu'elle correspondait au type de femme qu'il recherchait. Rita, orpheline jeune et élevée dans un refuge local, a vu cela comme un miracle. Pour Rita, David était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Grand, brillant, issu d'un monde qu'elle ne connaissait qu'au cinéma, il semblait être une bénédiction. Lorsqu'il lui témoignait de l'intérêt, son cœur se remplissait de gratitude, et pas seulement d'amour.
Elle n'avait jamais connu d'attention, et encore moins d'affection. Sa vie avait été une question de survie, travaillant de longues heures, gérant chaque Néra, vivant en colocation avec 3 autres filles. La proposition de David en mariage lui a semblé une élévation divine, un signe que ses prières avaient enfin été exaucées. Elle ne s'est pas posé trop de questions. Elle n'a pas sondé ses intentions. Elle a simplement dit oui, espérant que l'amour grandirait avec le temps. Ses amis l'ont averti que l'amour sans affection était dangereux, mais elle a fait taire leurs inquiétudes. Elle croyait au sacrifice, à la patience et à l'endurance par amour. S'il ne l'aimait pas maintenant, il finirait par l'aimer. Le mariage fut élégant mais froid. L'événement, organisé dans un jardin chic de Lagos par l'un des organisateurs d'événements les plus chers du pays, était parfait. Tout était parfait, sauf l'émotion. David a traité l'événement comme une conférence de presse, et non comme une célébration. Son sourire était calculé, ses vœux précipités, son attention partagée entre les appels professionnels et les photos figées. Rita, quant à elle, rayonnait de joie, pensant que c'était juste de la nervosité ou du stress. Elle portait une simple robe blanche en dentelle et serrait fermement son bras, fière d'être appelée son épouse. Mais lorsque les invités partirent, que les lumières s'éteignirent et que la lune de miel commença, David fit comprendre que ce n'était pas un conte de fées. Il établit immédiatement des règles de base. Pas d'interférence dans son travail, pas de publication sur les réseaux sociaux sans sa permission, pas de visite d'amis sans préavis. Ce n'était pas un mariage, c'était une fusion. Et Rita vivait désormais sous le régime de l'entreprise. Pourtant, elle s'adaptait. Elle cuisinait, nettoyait et le servait consciencieusement. Elle priait pour lui, laissait des mots dans les poches de son costume et lui envoyait même son déjeuner à son bureau, même si les repas lui étaient toujours rendus intacts. Elle essayait d'engager la conversation au dîner, de le complimenter sur ses réussites, de rire de ses rares blagues. Mais David restait une forteresse. Il était toujours fatigué, toujours distrait, toujours peu impressionné. Il ne reconnaissait presque jamais sa présence, sauf en cas de problème. Avec le temps, Rita cessa de chercher à l'impressionner et commença à essayer de lui survivre. Le manoir ressemblait davantage à une salle d'audience, silencieuse, tendue et froide. Elle se replia sur elle-même, ne trouvant du réconfort que dans les offices religieux et la musique. Bien que mariée, elle se sentait plus seule que jamais. Mais elle a tout enduré, persuadée que Dieu mettait peut-être sa patience à l'épreuve avant de trouver une issue. Rita s'est consacrée à son mariage comme à un travail à temps plein. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner de David et repasser ses vêtements. Elle n'était pas obligée de faire ces choses. Après tout, le manoir avait des femmes de ménage, mais Rita voulait être vue. Elle voulait qu'on ait besoin d'elle. Elle croyait que ses services finiraient par attendrir le cœur de David. Pourtant, malgré ses efforts constants, David restait indifférent. Il passait souvent devant elle dans la maison comme si elle faisait partie du personnel. Lorsqu'elle lui demandait comment s'était passée sa journée, il grognait ou répondait d'un seul mot. Si elle essayait de le toucher, il s'écartait, prétextant le stress ou la fatigue. Le soir, elle restait allongée à ses côtés comme une étrangère, fixant le plafond en silence tandis qu'il consultait son téléphone ou répondait à ses emails. La sécheresse émotionnelle était insupportable, mais Rita ne se plaignait jamais. Elle considérait sa froideur comme un échec. Peut-être n'était-elle pas assez belle, ou assez intelligente, ou assez classe. Elle jeûnait et priait, implorant l'aide divine pour un homme qui ne remarquait même pas sa souffrance. Son église était devenue son refuge. Les mercredis et dimanches, elle trouvait la paix dans le culte, un moment pour respirer et pleurer sans être jugée. Les pasteurs prêchaient souvent sur l'endurance dans le mariage et sur la force d'une femme qui prie. Rita a donc persévéré. Elle s'est portée volontaire pour le nettoyage de l'église, a rejoint la chorale et a assisté à des réunions de femmes où des femmes plus âgées l'ont encouragée à être forte. Elle ne partageait jamais ses difficultés, elle souriait simplement et disait que tout allait bien. À la maison, elle continuait d'essayer. Elle avait appris à cuisiner les plats préférés de David auprès de sa mère. Elle renouvela subtilement sa garde-robe, espérant qu'il le remarquerait. Un jour, elle essaya d'organiser un dîner d'anniversaire surprise, mais David ne vint jamais. Il était en voyage d'affaires, et à son retour, il ne remarqua pas son effort. La prochaine fois, dis-le-moi avant de faire des bêtises, dit-il en claquant sa mallette sur le comptoir de marbre. Rita nettoyait la nourriture intacte, les mains tremblantes et les larmes aux yeux.
Les colocataires chuchotaient souvent dans son dos. Ils virent comment David la traitait, combien elle était invisible chez elle. L'une d'elles, une jeune femme audacieuse nommée Amaka, lui demanda un jour, « Madame, vous dites bien qu'Oga vous épousera par amour. » Rita ne répondit pas. Elle connaissait la vérité, même si elle refusait de l'admettre. Mais elle a continué à espérer, à prier, à servir. Son amour ne se limitait pas à David, c'était aussi un engagement envers elle-même, une promesse de ne pas abandonner comme tout le monde l'avait abandonné enfant. Elle s'est accrochée à ses vœux comme à un gilet de sauvetage dans une mer déchaînée, même lorsque les actions de David montraient clairement qu'il avait déjà quitté le navire. Son cœur souffrait de tendresse, de reconnaissance, d'un simple sourire. Mais chaque jour, elle se réveillait dans le silence, le vide, le rejet. Pourtant, elle se disait que l'amour, c'était donner, pas recevoir. David, lui, ne voyait rien de spécial dans ses efforts. Pour lui, Rita n'était qu'un bruit de fond, quelqu'un dont la mission était de maintenir l'ordre à la maison, de le faire paraître respectable dans les cercles sociaux. Il ne la détestait pas, mais il ne l'appréciait pas non plus. Elle était simplement présente. Quand ses collègues l'interrogeaient sur sa femme, il répondait de manière neutre. Quand sa famille lui demandait quand il l'emmènerait en vacances, il répondait qu'il était trop occupé. Dans son esprit, il lui avait rendu service en l'épousant. Il lui avait offert le luxe, n'est-ce pas? Un manoir, des voitures, du personnel, des vêtements de marque. Que pouvait-elle désirer de plus? De l'affection, un soutien affectif, il considérait ces choses comme des absurdités sentimentales. Ainsi, tandis que Rita luttait pour préserver leur mariage, David ne se rendait même pas compte qu'il y avait un combat à mener. Les mauvais traitements commencèrent subtilement, presque invisibles, comme des fissures se formant sous la peinture. Facile à ignorer au début, mais impossible à ignorer avec le temps. Le ton de David devint froid, ses paroles plus acerbes. Là où il manifestait autrefois une indifférence silencieuse, il répondait désormais par une irritation manifeste. Un simple bonjour de Rita pouvait lui valoir un grognement ou un hochement de tête dédaigneux. Elle ne comprenait pas quand les choses commencèrent à changer. Mais peu à peu, l'atmosphère dans leur foyer se fit d'un dédain tacite. Il critiquait sa cuisine, la comparait à d'autres femmes à la télévision et se moquait de ses opinions. Si elle tentait de parler de leur relation, il la faisait taire d'une main levée ou d'un rire sarcastique. « Tu parles trop », disait-il. « Que apportes-tu exactement à cette maison, hormis la prière ?» La question était plus douloureuse qu'une gifle, non pas à cause des mots seuls, mais à cause de la conviction qui les sous-tendait. Rita redoubla d'efforts, pensant qu'il traversait peut-être simplement une période de stress ou une phase. Elle redoubla d'efforts en cuisine, essaya de nouvelles recettes, acheta de nouvelles chemises de nuit et changea même de coiffure. Mais rien ne lui plaisait. Lorsqu'elle préparait du porridge d'igname, son plat préféré, il repoussait l'assiette en disant que ça avait un goût de sable mouillé. Lorsqu'elle portait une robe en dentelle achetée avec ses économies, il leva les yeux au ciel et murmura « Tu ressembles à un mannequin surfait ». Plus elle essayait, plus elle essuyait d'insultes. Sa confiance commençait à s'éroder, couche après couche, à mesure qu'elle remettait tout en question. Était-elle trop terne, trop quelconque, trop pauvre? David ne lui apportait jamais de réponse, se contentant de lui rappeler sa prétendue insuffisance. Même le personnel de maison s'en est rendu compte. Il lui parlait moins, craignant de devenir eux aussi des cibles. La maison autrefois animée s'est transformée en une paisible zone de guerre où David régnait en roi et Rita survivait tel un fantôme. La violence psychologique n'était pas toujours bruyante. Parfois, elle prenait la forme d'un silence si étouffant qu'il la démoralisait. David rentrait à la maison, passait devant elle, mangeait en silence et se couchait sans un mot. Les autres jours, il se plaignait que sa voix lui donnait mal à la tête. Quand des invités arrivaient, il souriait et jouait le mari attentionné. Mais une fois parti, le masque tombait. La prochaine fois, ne parlez pas à moins qu'on ne vous le demande. Tu m'as embarrassé avec tes remarques superficielles. Le gronda-t-il après un dîner où Rita avait tenté de discuter. Elle commença à l'éviter complètement, mangeant après qu'il eut fini, marchant doucement, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. Elle vivait dans la maison comme une intruse, voyant l'homme qu'elle avait épousé devenir un étranger qu'elle redoutait. Et pourtant, elle n'en parlait à personne. Aux yeux du monde extérieur, ils étaient toujours le couple influent, avec une magnifique demeure et une photo de mariage digne d'un conte de fées au mur.
Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas les insultes, mais l'abandon. Elle n'était pas seulement mal aimée, elle était indésirable. David ne l'a jamais regardée dans les yeux et n'a jamais vu une personne qu'il considérait comme un fardeau, une obligation qu'il regrettait. Il a cessé de l'appeler par son nom et a préféré utiliser des expressions comme « vous, cette femme » ou « madame, ne faites rien ». Un jour, alors qu'elle renversait de l'eau sur le carrelage en faisant le ménage, il cria si fort que les gardes se précipitèrent. « Si je glisse et meurs un jour, que ce soit ta faute, rugit-il. » Rita tremblait, le cœur battant, incapable de réagir. Elle attendit qu'il se calme, puis nettoya tranquillement le désordre, les larmes coulant sur son visage. Les nuits devinrent les plus dures, froides, longues et silencieuses. Elle restait souvent allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, se demandant comment un homme qui lui avait promis un avenir pouvait désormais la traiter comme une ennemie. Mais même dans le silence, elle refusait de se plaindre à qui que ce soit. Au fond d'elle-même, elle croyait encore qu'il pourrait changer. Au milieu de son tourment silencieux, le seul endroit où Rita ressentait la paix était l'église. Ce n'était pas seulement un lieu de culte pour elle, c'était son refuge et sa bouée de sauvetage. Le dimanche et le mercredi, elle arrivait des heures avant le début de l'office, trouvant du réconfort en essuyant les bancs, en arrosant les fleurs et en rangeant des livres. Ces petites tâches lui donnaient un but, quelque chose que David lui avait enlevé. Lorsque la chorale chantait et que le pasteur prêchait, elle sentait son cœur enfin respirer. Personne dans l'assemblée ne savait la douleur qu'elle portait derrière son doux sourire. Quand les gens l'accueillaient avec un « Dieu vous bénisse, sœur Rita », c'était le seul moment où elle se sentait reconnue sans jugement. L'église devint le seul endroit où elle pouvait s'agenouiller et pleurer sans avoir à s'expliquer. Mama Grace, l'épouse du pasteur, remarqua rapidement le dévouement de Rita. Elle fut attirée par cette femme discrète qui arrivait tôt et partait tard, toujours vêtue des mêmes robes modestes et arborant un sourire qui ne lui atteignait jamais les yeux. Un soir, après le culte de milieu de semaine, Mama Grace la prit à part. « Ma chère, tu portes la douleur dans ton esprit, et pourtant tu sers avec tant de fidélité. Quoi qu'il en soit, Dieu le voit. » Ces mots brisèrent les défenses de Rita. Elle ne donna pas de détails, mais elle avoua que sa maison n'était pas celle qu'elle espérait. Mama Grace la serra dans ses bras comme une mère, murmurant des prières pour elle et l'assurant que Dieu continuait d'écrire son histoire. Cette nuit-là, Rita dormit un peu mieux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit écoutée. La chaleur de cette étreinte persista plus longtemps que l'attention de David. Son engagement envers l'Église s'approfondit. Elle rejoignit la communauté féminine, fit du bénévolat en cuisine et devint une mentor discrète pour les jeunes filles. Elles admiraient sa discipline, ignorant que sa douceur était forgée par le feu. Chaque fois que quelqu'un partageait un témoignage conjugal, elle applaudissait et souriait, même si son cœur était brisé. En privé, elle jeûnait pendant des jours, priant pour que son mari la remarque, l'aime, ou du moins cesse de la blesser. Chaque soir, elle s'agenouillait au bord de son lit, sa Bible serrée contre sa poitrine, murmurant « Seigneur, répare ma maison ». Et pourtant, David resta inchangé. Parfois, il se moquait d'elle. « L'Église ne vous apprend pas à être une bonne épouse », disait-il lorsqu'elle rentrait tard d'une réunion de prière. Rita ne dit rien. Elle avait appris que le silence la protégeait de blessures plus graves. Sa seule joie venait de savoir que Dieu ne l'avait pas oubliée. Elle vit des signes et des petites choses, un mot gentil d'un inconnu, un verset qui la transperça, un message qui lui semblait taillé sur mesure pour sa souffrance. Ces moments la transportèrent. Ils lui firent croire qu'en tenant encore un peu, la guérison viendrait. Même quand elle n'avait aucune raison de sourire, elle le faisait. Même quand son mari l'ignorait pendant des jours, elle restait gentille. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'endurance. Et même si personne d'autre ne le voyait, Dieu le regardait. Rita continuait à se manifester, dans la vie comme dans la foi, car au fond de son cœur meurt. Revivait la ferme conviction qu'elle était destinée à plus. C'est lors d'un déjeuner d'affaires prestigieux organisé par la guilde immobilière de Lagos que David a posé les yeux sur Charlotte pour la première fois. Elle ne ressemblait pas aux femmes qui fréquentaient habituellement les riches avec des sourires artificiels et un maquillage chargé. Charlotte était sûre d'elle, saisissante et naturellement magnétique. Elle portait un tailleur cramoisi qui moulait ses courbes avec une audace raffinée et entrait dans le hall comme si elle en était propriétaire. Lorsqu'elle parlait,
Sa voix exprimait cette assurance qui faisait se retourner les hommes et raidir les femmes. David était parmi ceux qui se retournèrent. Au début, c'était par curiosité. Puis, l'intérêt se fit sentir. Son rire résonna dans la pièce, riche et serein. Lorsqu'elle finit par rejoindre la table voisine, David ne put s'empêcher de lui lancer des regards furtifs. Charlotte l'avait remarqué. Elle l'avait toujours remarqué. Ils ne s'étaient pas parlé ce jour-là, mais leurs regards les avaient déjà présentés. Ce soir-là, David rentra chez lui, inhabituellement distrait. Il fit à peine signe à Rita, se contenta de grogner lorsqu'elle lui demanda comment s'était passée sa journée, puis se retira dans son bureau. L'image de Charlotte persistait dans son esprit comme une affaire inachevée. Il ne savait pas vraiment ce qui l'attirait chez elle, sa beauté, son assurance ou son attitude sans complexe, mais il savait qu'il en voulait plus. La semaine suivante, il assista à une autre réunion de la guilde, espérant presque qu'elle y serait. Elle y était, et cette fois, elle s'assit à sa table. Ils échangèrent des plaisanteries et leur conversation coula avec aisance. Contrairement à Rita, Charlotte n'attendit pas qu'on lui demande. Elle parlait librement, contestait ses opinions et le taquinait même. David était captivé. Il apprit que Charlotte travaillait comme décoratrice d'intérieur pour l'un des plus grands cabinets d'architecture de Lagos. Elle n'était pas seulement belle, elle était aussi motivée, créative et bien connectée. Au cours des semaines suivantes, ils se sont croisés lors d'autres événements professionnels. Finalement, David a commencé à l'inviter à déjeuner sous prétexte de projets collaboratifs. Ils partageaient des blagues, parlaient politique, affaires, art et flirtaient même de manière subtile. David trouvait cela rafraîchissant. Avec Rita, il se sentait comme un professeur qui explique constamment. Avec Charlotte, il se sentait comme un homme. Il commençait à attendre ces réunions avec impatience, à s'habiller avec plus de style, à arriver tôt. Et peu à peu, ces déjeuners informels se transformèrent en dîners tardifs. Ils ne s'étaient pas encore embrassés, mais leur liaison émotionnelle avait déjà commencé. Rita remarqua un changement. David devint plus distant, plus irritable. Il commença à passer ses week-ends en retraite et rentrait chez lui en sentant des parfums inconnus. Il ne prenait même plus la peine de faire semblant de s'intéresser à ses repas. Lorsqu'elle lui posait des questions, il la repoussait d'un air glacial. Mais elle ne dit rien. Elle se contenta de consacrer des heures à ses prières, espérant que Dieu lui révélerait la cause de la froideur soudaine de son mari. Ce qu'elle ignorait, c'est que son mari était déjà émotionnellement absent et que la femme qui l'entraînait encore plus loin était quelqu'un de différent de tout ce qu'elle avait pu imaginer. David ne s'attendait pas à ressentir quoi que ce soit. Leur première rencontre avait été purement fortuite, un de ces brunchs d'entreprise organisés par la guilde de l'immobilier auquel il assistait généralement par obligation plutôt que par intérêt. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Charlotte entra dans la pièce tel un ouragan d'élégance et d'ambition. Elle n'était ni tapageuse ni voyante, mais tout en elle attirait l'attention, de l'assurance de sa démarche à la grâce de sa voix. Elle portait une robe vert émeraude simple mais moulante, et ses cheveux courts étaient coiffés en douces ondulations qui encadraient son visage avec prestance. Assise à la table en face de David, elle lui lança un regard amusé qui fit s'accélérer son pouls, l'espace d'une seconde. Il le repoussa, se rappelant que l'attirance était une distraction. Mais à mesure que la réunion avançait et que Charlotte partageait ses idées sur l'urbanisme et les espaces de luxe abordables, David se sentit intrigué, non seulement par sa beauté, mais aussi par son esprit. Après ce jour-là, il commença à la chercher, discrètement au début. Il consulta les listes de présence des événements de la guilde à venir et trouva des excuses pour assister aux mêmes événements qu'elle. Ils ne s'assirent plus jamais côte à côte pendant un certain temps, mais de temps à autre, leurs regards se croisaient de l'autre côté d'une pièce. Elle avait une façon particulière de soutenir son regard, confiante, intrépide et parfaitement posée. Elle ne baissait pas les yeux ni ne faisait semblant de ne pas l'avoir remarqué. Elle le regarda, sourit légèrement et continua son chemin. David n'avait jamais rencontré une femme qui ne se donnait pas beaucoup de mal avec lui. La plupart des femmes tâtonnaient pour impressionner, se bousculant pour flirter ou pour louanger. Mais Charlotte, elle, ne le faisait jamais. Elle était raffinée, réservée et pleinement consciente de sa valeur. Cela le fascinait. Il commença à admirer les petits détails, la façon dont elle répondait aux appels dans un français fluide, la précision avec laquelle elle présentait ses projets et son indifférence à l'identité du nom figurant sur l'enseigne de l'entreprise. Le sien était tout aussi imposant. Au fil des semaines,
David se surprit à penser à elle en dehors du travail. Il commença à comparer les quelques instants partagés avec Charlotte au silence qu'il avait à la maison avec Rita. La comparaison n'était pas juste, il le savait, mais son cœur avait déjà commencé à se construire une histoire. Charlotte incarnait tout ce qu'il admirait, l'ambition, le charme, la sophistication et l'audace. Il se demandait à quoi ressemblait son rire lorsqu'elle n'était pas dans une salle remplie de cadres. Il imaginait à quoi ressemblait son appartement, les livres qu'elle lisait et la musique qu'elle écoutait dans sa voiture. Ses pensées commençaient à hanter ces moments entre ses réunions, pendant son trajet de retour, et même lorsqu'il était assis à son bureau, faisant semblant d'examiner des documents. Un après-midi, il se surprit à écrire distraitement son nom sur un bloc-notes. Il le barra rapidement et rit nerveusement. « Reprends-toi » murmura-t-il. Mais la vérité était déjà trop forte pour être ignorée. Il tombait amoureux d'elle, lentement, désespérément et irrationnellement. Il ne l'avait pas embrassée. Il ne l'avait pas touchée. Mais au fond de lui, il avait déjà franchi les limites. Et cela le terrifiait. Pour un homme qui se targuait de discipline et de maîtrise de ses émotions, c'était un territoire inconnu. Mais Charlotte avait déjoué ses défenses. Ce n'était pas seulement le désir, David avait déjà vu de belles femmes. C'était plus profond. C'était sa façon de se comporter, sa façon de ne pas courir après quelqu'un ni de le supplier, sa façon d'être entière. Et David, dans toute sa richesse et son orgueil calculé, se surprit soudain à désirer quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Son attention, son approbation, sa présence. Ce fut le début d'un amour qui allait bientôt mettre à l'épreuve tout ce qu'il croyait comprendre du pouvoir, des relations et du regret. Le mépris de Charlotte pour Rita grandissait de jour en jour, surtout à mesure que David lui accordait plus de temps, d'argent et d'attention. Elle voyait Rita non seulement comme une rivale, mais aussi comme une insulte. Cette femme, elle n'a ni style, ni prestance, ni valeur. Elle se moquait. Dans leurs moments d'intimité, elle plaisantait souvent aux dépens de Rita, se moquant de sa façon de s'habiller, de parler, et même du fait qu'elle priait toujours comme une mendiante. David riait avec elle, y ajoutant parfois ses propres insultes. Ce n'est qu'une domestique glorifiée, avait-il dit un jour, provoquant un fou rire chez Charlotte. Ces moqueries devinrent des moments de complicité tordus, alimentant l'illusion qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Charlotte se délectait de son influence. Elle commença à évoquer avec plus d'audace l'idée de remplacer Rita. Mais se moquer de quelqu'un en privé ne suffisait pas à Charlotte. Un samedi après-midi, alors que David et Charlotte faisaient du shopping dans un centre commercial de luxe, ils aperçurent Rita entrer dans un supermarché voisin. Elle était venue faire des courses, un petit sac en nylon à la main. Charlotte esquissa un sourire narquois, sans réfléchir à deux fois, s'avança droit vers elle. « Tiens, si ce n'est pas la bonne !» Elle ricana assez fort pour que les passants l'entendent. Rita se retourna lentement, choquée de voir son mari debout juste derrière cette femme qui l'insultait en public. « Madame, vous feriez mieux d'acheter de la nourriture qui a meilleur goût. Votre mari a besoin de quelqu'un qui a du goût, pas de vos bêtises de village, » poursuivit Charlotte en riant. Rita ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux, le cœur battant à tout rompre tandis que les gens commençaient à la dévisager. David ne dit rien. Il se tenait là, les bras croisés, un sourire narquois, comme si le spectacle l'amusait. La douleur de l'humiliation publique était pire que tout ce que Rita avait enduré en privé. Elle s'éloigna en silence, retenant ses larmes, serrant son sac de course comme un bouclier. Ce soir-là, elle prépara le plat préféré de David et le plaça sur la table. Il entra, regarda la nourriture, sans s'asseoir, dit « J'ai déjà mangé ». Puis il la dépassa pour aller dans sa chambre. Rita ne mangea pas non plus. Elle resta assise à table pendant des heures, les yeux fixés sur le repas intact. Elle commençait à comprendre qu'aucune prière ne pouvait forcer quelqu'un à l'aimer. La femme qui croyait autrefois que la foi pouvait tout guérir était désormais confrontée à une réalité qui brisait cet espoir. Même son cœur, si plein de pardon, commençait à s'assécher. Charlotte, quant à elle, gagnait en courage. Elle appelait David chez lui rendait visite à son bureau et commençait même à l'accompagner à des événements en tant que décoratrice d'intérieur. Certains employés chuchotaient, d'autres détournaient le regard, mais personne n'osait remettre en question l'homme qui avait bâti la moitié de l'empire de l'entreprise. Charlotte appréciait ces murmures. Pour elle, c'était synonyme de victoire. Elle commença à se surnommer Madame Stéphane parmi ses amis,
affirmant que ce n'était qu'une question de temps. « Il n'est pas heureux dans ce mariage, dit-elle avec une douceur enrobée de venin. Je lui rends service en étant là. » Et lentement mais sûrement, elle commença à s'efforcer d'atteindre son objectif final, se débarrasser complètement de Rita. Charlotte avait toujours été persuasive, mais maintenant, elle commençait à exercer son influence avec détermination. Sa relation avec David était passée du flirt au contrôle émotionnel. Elle savait quand le flatter, quand le défier et quand semer le mécontentement. Tout commença par des pics subtils, lancés lors de leur dîner privé ou alors qu'ils se prélassaient dans sa suite attique. « Tu mérites quelqu'un qui reflète ta puissance », murmurait-elle, son regard rivé au sien. « Quelqu'un qui comprend ton rythme et ta vision. Pas quelqu'un qui te freine. » Simple sight. David ne répondait jamais directement, mais il souriait faiblement, comme si ses paroles faisaient écho à une vérité qu'il n'avait pas encore dite à voix haute. Avec le temps, Charlotte devint plus audacieuse, plus directe dans ses remarques. « Tu l'as dépassé, David. C'est la réalité, déclara-t-elle un soir en sirotant du vin, et tu es trop intelligent pour continuer à faire semblant. » David se surprit à absorber chaque mot. Charlotte avait une façon particulière d'exprimer des pensées dont il ignorait l'existence, ou peut-être des pensées qu'il avait refoulées. Elle lui donnait l'impression que vouloir plus n'était pas une trahison, mais une évolution. « Tu es un roi », lui rappelait-elle souvent. Les rois ne se contentent pas de faire des compromis, ils choisissent. Et à chaque répétition de cette phrase, David commençait à percevoir Rita non seulement comme incompatible, mais aussi comme un obstacle. Celle qui symbolisait autrefois la paix lui semblait désormais une relique du passé, incapable de porter le poids de l'avenir qu'il envisageait. Charlotte ne lui a jamais demandé directement de quitter Rita, elle était trop intelligente pour ça. Au lieu de cela, elle s'est créée une image mentale de ce que pourrait être la vie. Des vacances en couple, des projets immobiliers, des apparitions publiques luxueuses où ils feraient tourner les têtes ensemble. « Imagine ce que nous pourrions construire ensemble, » dit-elle un jour en se penchant vers lui. Mais on ne peut pas faire ça si on continue à traîner des poids morts. Ce qui rendait la stratégie de Charlotte plus efficace, c'était sa patience. Elle n'insistait jamais trop, elle reculait toujours au bon moment, laissant le silence parler plus fort que sa voix. David s'imaginait la vie sans Rita, sans les dîners tranquilles, les routines trop spirituelles, la garde-robe simple et les prières timides. Il commença à en vouloir à Rita pour des choses qu'il ignorait autrefois. Son humilité, sa modestie et même sa gentillesse. Charlotte, au contraire, rayonnait d'audace et d'ambition. Elle ne lui donnait pas seulement un sentiment de puissance, elle le faisait se sentir vivant. Et plus il passait de temps avec elle, plus la distance entre lui et Rita se creusait. Finalement, il cessa de se sentir coupable. Au contraire, il se sentait justifié. « Je n'ai pas épousé la bonne femme », se dit-il tard un soir, en regardant son reflet. Et ce n'est pas ma faute. Charlotte sentait sa détermination grandir. Son regard était différent, il n'hésitait plus. Un soir, alors qu'il se prélassait dans une suite sur le toit avec vue sur l'île Victoria, elle posa doucement sa tête sur sa poitrine et murmura « David, arrêtons de faire semblant. Tu ne l'aimes pas. Tu ne la respectes pas. Et elle ne mérite pas d'être mêlée à une histoire dont elle ne fait plus partie. » Il n'y avait aucune malice dans son ton, juste une logique froide et élégante. David ne dit rien, mais son silence était sa propre réponse. Charlotte sourit. Elle savait qu'elle le tenait désormais. L'idée avait germé. Il ne restait plus qu'à trouver le bon moment, et elle était prête à patienter encore un peu. Le mariage qu'elle méprisait en ne serait bientôt plus qu'une simple paperasse. Et alors, croyait-elle, David lui appartiendrait vraiment. Le jour où David avait choisi de remettre les papiers du divorce à Rita était aussi ordinaire que n'importe quel autre, du moins pour elle. Elle avait passé la matinée à nettoyer la salle de prière, à repasser les chemises de David et à préparer sa soupe au poivre préférée, s'accrochant encore au faible espoir que sa patience et ses prières finiraient par réveiller en lui une affection enfouie. Des semaines de silence, de sautes d'humeur et d'insultes acerbes avaient suivi, mais elle y croyait encore. Ce matin-là, elle avait même fredonné en mettant la table, choisissant de s'accrocher à un fil de foi. Mais à son insu, David avait déjà pris sa décision. Les documents soigneusement rangés dans une élégante enveloppe marron, dans sa serviette, il entra dans la maison comme un homme qui entame une négociation commerciale, et non comme un mari prêt à briser le cœur d'une femme. Son expression était calme, sa voix posée, et sa conscience engourdie par les murmures de Charlotte,
qui durait depuis des semaines. Il attendit la fin du dîner. Non pas qu'il se ravise, mais parce qu'il voulait que tout soit propre, sans interruption, sans témoin, sans histoire. Quand Rita lui apporta un verre d'eau chaude et lui demanda doucement si tout allait bien, il lui fit signe de s'asseoir en face de lui. « Il faut qu'on parle », dit-il en posant l'enveloppe sur la table. Le sourire de Rita s'évanouit aussitôt. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle attrapait les papiers. Pendant un instant, ses yeux parcoururent le titre en gras, « Avis de procédure de divorce ». Elle cligna des yeux comme si sa vue baissait, puis leva les yeux vers David, la confusion perçant son expression. « Divorce » murmura-t-elle. « David, je ne comprends pas. » Son ton était ferme. « Tu n'as pas besoin de comprendre. Il te suffit de signer. » Les mots la transpercèrent comme du fer froid. Son cœur battait fort et des larmes perlaient au coin de ses yeux, mais elle refusait de les laisser couler, du moins pas encore. « S'il te plaît, » dit-elle d'une voix brisée. « Si je t'ai offensé de quelque façon que ce soit, dis-le-moi. J'ai fait de mon mieux pour être une bonne épouse. Si c'est une autre femme, je peux me battre pour mon mariage. David, ne fais pas ça. Ne me jette pas comme un déchet. » Mais il s'est levé. « Je ne m'intéresse pas au théâtre, Rita. J'ai pris ma décision. Ce mariage est terminé. » Il sortit de la pièce tandis qu'elle s'effondrait sur la chaise, l'enveloppe toujours serrée dans sa main. Elle ne pouvait ni parler ni penser. Seul le son assourdissant de son propre cœur emplissait le silence. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit les documents, lisant les conditions qui la laissaient sans rien, sans bien, sans soutien, sans dignité. Elle était rejetée, effacée comme si elle n'avait jamais fait partie de sa vie. Les jours suivants se passèrent, comme dans un brouillard. Les femmes de ménage évitaient tout contact visuel. David ne rentra pas chez lui pendant plusieurs jours. Elle a emballé ses affaires lentement, un souvenir à la fois. Sa robe de mariée, sa Bible. Elle fixa la photo encadrée de leur mariage pendant ce qui lui sembla des heures avant de finalement la jeter à la poubelle. Le dernier jour, alors qu'elle conduisait sa seule valise jusqu'à la porte d'embarquement, Charlotte se tenait là, souriante, vêtue du t-shirt de David, les bras croisés d'une satisfaction béate. « Au revoir, guerrier de la prière », se moqua-t-elle. « Fais-moi savoir si ton Dieu te trouve un nouveau mari. » Rita n'a pas répondu. Elle était trop engourdie, trop brisée. Elle se détourna, descendit la rue sans destination ni personne, seulement le poids de la trahison sur ses épaules. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au-delà de cette marche de la honte, le destin l'attendait, silencieux, patiemment, prêt à tout réécrire. Après avoir quitté le manoir de David, Rita n'avait nulle part où aller. Elle n'avait ni famille, ni amis suffisamment proches pour l'héberger, et à peine quelques économies pour survivre. La batterie de son téléphone était morte la première nuit, et elle n'avait plus la force de s'en soucier. Elle marchait sans but dans la ville jusqu'à ce que ses pieds se couvrent d'ampoules et que ses jambes menacent de lâcher. L'humiliation d'avoir été rejetée comme une ordure par l'homme à qui elle avait consacré sa vie se rejouait dans son esprit comme un film cruel. La pluie tomba cette nuit-là, trempant ses vêtements et lui gelant les os. N'ayant nulle part où aller, elle se retrouva assise sur les marches de son église, les yeux fixés sur les grandes portes en bois. Le bâtiment était fermé à clé, mais même ses murs de pierre lui semblaient plus sûrs que le monde dans lequel elle venait d'être jetée. Recroquevillée sur elle-même, elle pleura jusqu'à l'aube. La secrétaire de l'église, une femme bienveillante nommée Sœur Edith, fut la première à la trouver. Sœur Rita, haletait-elle, se précipitant pour l'aider à entrer. Rita était trop faible pour réagir. On lui donna des vêtements secs, de la nourriture chaude et un endroit où s'allonger dans l'une des pièces de rangement inutilisées. Ce n'était pas grand-chose, juste un matelas fin, une couverture et une bassine. Mais c'était plus paisible que le manoir qu'elle avait laissé derrière elle. Le pasteur Elia fut informé et, bien que surpris, il ne lui demanda pas de détails. Il lui dit simplement, « Dieu ne t'a pas oublié. Repose-toi, et quand tu seras prête, on parlera. » Rita hocha la tête à travers ses larmes. L'église redevint son refuge, mais cette fois, non pas pour une évasion spirituelle, mais pour un véritable abri. Elle commença à aider au ménage matinal, à essuyer les bancs et à passer la serpillière avant l'arrivée des fidèles. Les jours devinrent des semaines, et Rita resta cachée dans l'ombre de l'église, se remettant tranquillement des blessures émotionnelles que David et Charlotte lui avaient infligées. La communauté des femmes, autrefois un lieu où elle enseignait et dirigeait les prières, devint désormais l'endroit où elle s'asseyait au fond, la tête baissée, espérant que personne ne poserait de questions.
mais les gens l'ont remarqué. Ils ont vu le feu dans ses yeux s'éteindre, la joie dans son sourire disparaître. Pourtant, personne ne l'a jugé. Les membres de l'Église lui offraient de la nourriture, des vêtements et des articles de toilette. Mama Grace s'asseyait souvent auprès d'elle le soir, non pas pour prêcher, mais simplement pour l'écouter. Et peu à peu, à chaque prière, à chaque heure passée à balayer la cour de l'église, Rita commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Pas le bonheur? Pas encore. Mais la paix tranquille et apaisante que procure le sentiment d'être en sécurité. Ce que David avait voulu détruire était devenu la porte de sa restauration. Elle n'était plus la femme qu'elle avait été, et elle n'était pas encore celle qu'elle deviendrait. Mais dans l'espace brisé entre ces deux êtres, elle a trouvé la force. Elle n'avait rien, pas de mari, pas de maison, pas de richesse, mais elle avait la foi. Et cette foi, bien que meurtrie, lui suffirait. Sans qu'elle le sache, ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était qu'une pause avant l'entrée en scène de Dieu. Car un matin, alors que Rita balayait l'enceinte de l'église avec un balai 2 fois plus grand qu'elle, un homme gara sa voiture de l'autre côté de la rue et l'observa à travers sa vitre teintée. Il s'appelait Charles Michael. Et dans son humilité, il vit quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Charles Michael était un homme dont le nom résonnait dans les sphères du pouvoir et de la fortune. Milliardaire, philanthrope et PDG de l'un des plus grands conglomérats du pays, Charles n'était pas connu pour fréquenter les lieux publics. Mais ce dimanche-là, quelque chose s'est produit dans son esprit. Il était rentré la veille d'un sommet international et ressentait une envie inhabituelle d'assister à la messe matinale dans une petite église locale à laquelle il avait autrefois fait un don. Il ne voulait ni garde du corps, ni presse, ni attention, juste un moment de communion silencieuse. Alors que son chauffeur se garait discrètement au bout de la rue, Charles en sortit, vêtu simplement d'un cafetan sombre et d'une casquette. Il entra discrètement dans l'enceinte, saluant d'un signe de tête les quelques premiers fidèles. Puis, du coin de l'œil, il la vit. Une femme aux vêtements usés, agenouillée sur le trottoir, un balai à la main, la tête baissée et les mouvements lents mais gracieux. Il ne pouvait expliquer pourquoi il s'arrêtait. Il y avait quelque chose chez elle, un calme, une immobilité qui l'intriguait. Elle semblait épuisée mais apaisée, brisée mais entière d'une manière qu'il ne comprenait pas. Il resta là à l'observer quelques instants de plus qu'il n'aurait dû, puis continua à l'intérieur. Mais tout au long de la messe, il ne parvint pas à se concentrer. Tandis que le prêtre parlait de guérison après la souffrance, l'esprit de Charles se tourna vers la femme dehors. Après le service, au lieu de partir immédiatement, il s'attarda dans la cour. Lorsqu'elle passa devant lui, tenant une bassine remplie de chiffons et d'eau, il la salua. « Bonjour », dit-il doucement. Elle leva les yeux, surprise, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. « Bonjour, monsieur », répondit-elle avec un léger sourire respectueux avant de baisser les yeux. Il la regarda disparaître dans un couloir et se surprit à la suivre, non par impulsion, mais par curiosité. Sœur Edith l'intercepta. « Sœur Charles » s'exclama-t-elle, surprise de le voir. Ils échangèrent quelques plaisanteries, et bientôt il demanda « Qui est la dame que je viens de saluer ?»« Celle qui faisait le ménage ?» Sœur Edith hésita. « Elle s'appelle Rita. Elle traverse une période difficile. » Charles hocha la tête, sans insister davantage, mais quelque chose en lui s'éveilla. Cette nuit-là, son image le suivit jusque chez lui. Il ne pouvait l'expliquer. Il avait rencontré des femmes en diamant et en soie qui ne parvenaient pas à retenir son attention au-delà du dîner. Pourtant, cette femme, le regard fatigué et un chiffon à la main, avait perturbé quelque chose en lui. Il ne dormit pas bien. Au lieu de cela, il revivait ce moment encore et encore, se demandant pourquoi une femme aussi gracieuse se cachait dans le couloir d'une église. Le lendemain matin, Charles revint, non pas pour prier, mais pour obtenir des réponses. Il l'observa de nouveau, balayant les marches avec une dévotion silencieuse. Elle ne le remarqua pas. Elle était trop absorbée par sa tâche. Quelque chose dans sa présence imposait le respect, non la pitié. Ce n'était pas seulement la beauté, c'était la profondeur. Charles était un visionnaire. Il avait bâti des empires en décelant du potentiel là où d'autres ne voyaient rien. Et en Rita, il ne voyait pas seulement une femme brisée. Il vit une reine vêtue de cendres, ignorant sa couronne. Et pour la première fois depuis des années, le milliardaire qui possédait tout désirait quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter, son histoire. Au fil des jours,
Charles se retrouva à retourner à l'église sous différents prétextes, parfois pour rencontrer le pasteur, d'autres fois pour s'informer sur un programme communautaire qu'il avait précédemment financé. Mais chaque visite avait un seul but discret, voir Rita. Il ne précipitait jamais les choses. Au contraire, il posait des questions subtiles, observait de loin et laissait le temps de révéler qui elle était. Rita, quant à elle, ignorait totalement qui était Charles. Pour elle, c'était juste un homme gentil qui la saluait poliment et partageait parfois une bouteille d'eau ou l'aidait à porter un lourceau. Elle remarqua qu'il était respectueux, la regardant toujours dans les yeux, jamais condescendant. Pourtant, elle ne s'autorisait pas à trop y penser. La vie lui avait déjà appris à ne pas s'attendre à de la gentillesse de la part des hommes, surtout des riches et des puissants. Mais Charles n'avait rien à voir avec David. Il l'écoutait, vraiment, chaque fois qu'il parlait. Il lui posait des questions sur sa foi, ses textes bibliques préférés, ses réflexions sur la vie et la guérison. Il admirait sa façon de parler, calme, réfléchie et sincère. Elle n'a jamais cherché à l'impressionner. Elle ne riait jamais trop fort ni ne portait de vêtements pour attirer son attention. Elle était simplement elle-même. Et c'était là, pour Charles, tout. Il apprenait son passé par bribes. Sœur Edith lui racontait discrètement son divorce, ses souffrances, ses nuits passées à pleurer dans les arrière-salles. Mais même ces histoires ne la définissaient pas à ses yeux. Au contraire, elle la rendait plus remarquable. Elle avait enduré l'enfer et se tenait encore debout avec dignité. Chaque visite à l'église devenait le moment fort de sa semaine. Il trouvait la paix en sa présence, et plus encore, l'espoir. Charles savait que le moment était parfait. Rita était encore fragile, se remettant des cicatrices d'un mariage sans amour et de la honte publique. Mais au cours des dernières semaines, il l'avait vue s'épanouir peu à peu, ses rires plus fréquents, ses sourires plus longs. Elle priait toujours avec ferveur et servait humblement, mais elle ne se recroquevillait plus. Elle avait recommencé à rayonner, et cette lueur captivait Charles comme la lumière du soleil perçant les nuages d'orage. Un jeudi après-midi, après la messe de semaine, il lui proposa de faire une promenade avec lui dans le jardin de l'église. L'air était calme, empli seulement du chant des oiseaux et du rire lointain des enfants dans l'enceinte de l'église. Alors qu'ils atteignaient le banc ombragé sous le manguier où il s'asseyait souvent, Charles lui prit doucement la main. « Rita, commença-t-il, je t'observe depuis des semaines, non seulement ta gentillesse, non seulement ta force, mais ton cœur. Et je peux dire avec certitude que je n'ai jamais rencontré de femme plus extraordinaire que toi. » Rita cligna des yeux, incertaine de la suite. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, poursuivit-il, mais j'aimerais te demander d'envisager de vivre le reste de ta vie avec moi, non pas parce que tu es brisée, mais parce que tu es entière et que cela m'inspire. Je veux te protéger, t'honorer et t'aimer, non pas par des promesses, mais par des actes. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une simple bague en or ornée d'un petit diamant. « Ce n'est pas pour t'éblouir. C'est pour te faire savoir que je te vois comme une femme digne d'être chérie. » Rita se figea, la main tremblante. Des larmes coulèrent sur ses joues, non pas de peur, mais d'incrédulité. « Je n'ai rien, murmura-t-elle. Pas de nom, pas d'origine, pas de fortune. Je suis juste, moi. » Charles lui serra les mains plus fort. « Et c'est exactement ce que je veux. » Il lui a fallu un long moment pour répondre, mais finalement, la voix tremblante et les yeux pleins de larmes, elle a dit « Oui, je le ferai. » Ils s'embrassèrent sous le ciel, non pas comme des inconnus ou de nouveaux amants, mais comme des âmes qui avaient attendu ce moment toute leur vie. Pas de caméra, pas d'applaudissements, juste le silence sacré de deux cœurs se faisant une promesse. Plus tard dans la soirée, Rita s'agenouilla dans sa chambre, remerciant Dieu de lui avoir rendu sa dignité et de lui avoir donné une seconde chance. Ce n'était pas seulement une demande en mariage, c'était une résurrection. Et, comme toujours chez Charles, la demande en mariage est restée privée. Ni médias, ni annonce familiale. Seul le pasteur, sa femme et sa sœur Edith étaient informés. Que cela reste secret pour l'instant. Lui dit Charles, jusqu'à ce que le monde soit prêt à voir la femme que je suis fier d'appeler mienne. Rita Othkuyesco. Elle n'avait pas besoin de bruit. Pour la première fois de sa vie, l'amour la trouvait sans douleur. Elle ignorait ce qui l'attendait, mais une chose était sûre, elle ne serait plus jamais le second choix de qui que ce soit. Tandis que son ex-mari et sa maîtresse célébraient leur illusion de victoire, Rita se préparait en silence à un destin bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le mariage était modeste, mais époustouflant.
Célébrée dans le jardin d'une propriété de campagne appartenant à l'un des amis proches de Charles, la cérémonie était intime, élégante et empreinte d'émotion. Des roses blanches bordaient l'allée, un orchestre jouait une douce musique, et les invités, amis proches, anciens de l'église et quelques membres du personnel regardaient, les yeux embués, Rita descendre l'allée dans une robe fluide en satin. Elle n'était pas seulement une mariée. Elle était une histoire de rédemption enveloppée de dentelle. Charles attendait debout, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, le visage illuminé par cette joie qui n'apparaît que lorsqu'un homme sait qu'il a trouvé l'amour de sa vie. Leurs regards se croisèrent, mais aucun des deux ne put retenir ses larmes. Cet instant, cette union, était tout. Les vœux étaient simples et sincères. « Je promets de t'aimer non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, » a dit Charles. « De préserver ta paix, d'honorer ton passé et de construire avec toi un avenir empreint de bienveillance. » La voix de Rita tremblait lorsqu'elle répondit. « Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu as parlé avec douceur quand je ne savais pas comment m'exprimer. Tu m'as aimé sans rien demander en retour. Je jure de rester à tes côtés, de prier avec toi et de t'aimer sincèrement. » Aucun applaudissement ne retentit lorsqu'ils s'embrassèrent, juste un silence respectueux et une brise qui semblait une approbation céleste. Après la cérémonie, ils dansèrent sous les étoiles, entourés de lumières vacillantes, dans une joyeuse assemblée qui comprenait la profondeur de leur parcours. Charles n'avait jamais semblé aussi heureux, et Rita ne s'était jamais sentie aussi libre. Ce n'était pas le genre de mariage dont on parle dans les magazines. C'était plus profond, plus calme, plus profond. Une célébration non seulement de l'amour, mais aussi de la guérison. Après le mariage, Charles l'emmena dans leur nouvelle demeure, une propriété surplombant un lac paisible, loin du bruit de la ville. Il la porta jusqu'au seuil, riant lorsqu'elle rougit, et murmura « Bienvenue, reine ». Rita entra, subjuguée par la beauté, mais surtout par la paix. Elle n'entrait pas dans une maison. Elle pénétrait dans la sécurité, le respect, l'amour. Charles ne la traitait pas comme un trophée, ne la faisait pas parader pour obtenir une reconnaissance. Il lui laissait de l'espace, écoutait ses rêves et l'impliquait dans les décisions. Pour la première fois de sa vie, Rita ne se sentait plus comme un fardeau. Elle se sentait comme une partenaire. Une femme dont la voix comptait. Une femme aimée avec intention. Au fil des semaines et des mois, leur lien n'a fait que se renforcer. Rita a créé une fondation au nom de Charles pour les femmes victimes de violences, et Charles a développé son action philanthropique avec elle, sa plus proche conseillère. Leur amour était discret mais puissant, visible dans leur regard et leur soutien mutuel. Et malgré tout cela, ils gardèrent une chose sacrée entre eux, leur début. Car derrière chaque sourire de Rita se cachait le souvenir de chaque larme qu'elle avait versée. Et derrière chaque décision prise par Charles se cachait le vœu silencieux de ne plus jamais laisser personne, ni rien la blesser. Wattez Group, le conglomérat multimilliardaire de Nera appartenant à Charles, se préparait à son gala annuel. Un événement grandiose où l'entreprise célébrait ses étapes importantes et présentait ses innovations stratégiques pour l'année à venir. Mais cette année, l'effervescence était plus intense que d'habitude. Des rumeurs circulaient en interne selon lesquelles Charles Michael allait enfin dévoiler sa femme. Personne ne l'avait jamais vu, et même son entourage proche était resté dans l'ignorance. Ses employés se demandaient s'il s'agissait d'une diplomate étrangère, d'un PDG, d'une célébrité qu'il avait cachée au public. L'impatience était à son comble. Charles lui-même ne se souciait pas des bavardages. L'opinion publique ne l'intéressait pas. Ce n'était pas une question de statut, mais d'honneur. Il avait gardé Rita secrète assez longtemps, non par honte, mais pour se protéger. Mais le moment était venu. Charles remit personnellement une invitation officielle à l'église et demanda au pasteur Elia de bénir l'inauguration. Rita hésita d'abord. « Et si les gens se moquaient de moi ?» demanda-t-elle doucement. « Et s'ils disaient que je n'appartiens pas à ton monde ?» Charles lui prit les mains, la regarda dans les yeux et dit « Rita, tu y es maman. » Les larmes aux yeux, elle hocha la tête. Les préparatifs commencèrent. Rita n'avait aucune envie d'extravagance, mais Charles insista pour qu'elle porte quelque chose digne de sa dignité. Une robe sur mesure fut confectionnée, en soie bleu roi ornée d'élégantes broderies, simples mais majestueuses. On demanda à la styliste de lui donner l'allure d'une reine, mais pas d'une reine de façade, d'une reine qui a traversé les épreuves. David et Charlotte, qui vivent désormais dans le luxe et bénéficient d'avantages sociaux, reçurent également leurs invitations. David,
qui occupait encore un poste de direction chez Watts Group, a vu dans cette invitation une occasion de développer son réseau. Charlotte, ravie de l'attention et supposant que l'événement marquait un autre lancement d'entreprise, a décidé de porter sa robe dorée la plus révélatrice. « Nous allons faire une entrée », a-t-elle dit avec un sourire narquois, confiante qu'elle allait voler la vedette. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. Charlotte rit à l'idée que la femme de Charles soit plus élégante qu'elle. « C'est probablement une vieille veuve riche », dit-elle d'un ton dédaigneux. David acquiesça, toujours aussi satisfait. Le jour du gala s'annonça avec une importance qui dépassait les murs de la propriété de Charles Michael. Tous les légos semblaient bourdonner d'impatience. Les médias annonçaient l'événement depuis des semaines, et les milieux d'affaires chuchotaient sur ce que Charles pourrait dévoiler cette année. Le gala annuel du Watts Group avait toujours été un symbole de prestige. Mais cette année, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de tacite mais de puissant. Il ne s'agissait pas seulement de mise à jour commerciale ou de lancement de produits. Une rumeur, vague mais persistante, circulait selon laquelle le milliardaire allait enfin révéler la femme derrière son succès. Le mystère de l'épouse de Charles Michael avait attisé la curiosité de la haute société. Maintenant que le gala était enfin là, tous ceux qui avaient reçu une invitation avaient le sentiment de faire partie d'un événement historique. Les préparatifs commencèrent des heures avant l'arrivée des premiers invités. Sur place, une somptueuse salle de bal nichée au cœur de l'un des luxueux hôtels de Charles, les décorateurs travaillèrent avec une précision exemplaire, drapant des lustres en cristal de douce lumière dorée et disposant des centaines d'orchidées fraîches en centre de table imposant. Chaque détail avait été approuvé par Charles lui-même, qui recherchait l'élégance sans extravagance, la grâce sans tapage. Il n'y avait pas de place pour la prétention, seulement pour l'assurance. Le personnel répétait chaque mouvement, les photographes testaient leurs angles et la sécurité scrutait chaque recoin de la propriété. Dehors, les limousines commençaient à faire la queue pour l'arrivée des dignitaires, des célébrités et des cadres supérieurs. L'atmosphère était tendue, animée et pleine de questions. Qui viendrait? Qui ne viendrait pas? Et surtout, qui était l'épouse de Charles Michael? De retour chacun à leur tour, les invités se préparaient dans des humeurs très différentes. David, Stéphane et Charlotte débordaient de fierté et d'excitation. Charlotte avait choisi une robe dorée scintillante pour l'occasion, certaine d'être le centre de l'attention. « On va voler la vedette », dit-elle à David en ajustant ses boucles d'oreilles. « Je m'en assurerai. » David, toujours fier, acquiesça d'un signe de tête. Il avait ciré ses chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent comme un miroir et choisi un costume en velours taillé sur mesure pour la soirée. Aucun des deux ne savait ce qui les attendait. Pour eux, ce n'était qu'une nuit de plus pour étaler son pouvoir et son influence. Mais quelque part dans son subconscient, David ressentit un pincement, chose qu'il ne parvenait pas à expliquer. Un malaise. Il balaya rapidement la question. Ce soir, c'est réseautage, se dit-il. Rien de plus. Pendant ce temps, dans la sérénité tranquille de leur maison, Charles se tenait derrière Rita tandis qu'elle contemplait son reflet dans le miroir. Sa robe bleu marine venait d'être ajustée et de 12 boucles encadraient son visage délicat. Elle paraissait majestueuse et humble, belle et pourtant préservée de la fierté qui habitait tant d'autres. Rita n'était pas habituée à ce genre d'attention, mais elle se tenait avec une grâce qu'aucun styliste ne saurait lui enseigner. Charles lui baisa doucement la main. « Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Sois juste et toi-même, murmura-t-il. Rita hocha la tête in silence. Elle ne savait toujours pas à quoi s'attendre, mais elle avait tout remis entre les mains de Dieu. Alors que le soleil commençait à se coucher et que les lumières de la ville s'allumaient, les derniers préparatifs étaient terminés. Le jour J était arrivé. Les portes allaient s'ouvrir. Et même si personne ne pouvait prédire la suite, une chose était sûre, cette soirée allait tout changer. Le gala se déroula avec toute l'extravagance attendue d'un événement Charles Michael. Célébrités, magnats des affaires et hommes politiques se mêlèrent sous les lustres scintillants de la salle majestueuse. Des serveurs en tenues blanches impeccables servaient vin et hors-d'œuvre, tandis que les photographes immortalisaient cette soirée glamour. Au milieu de ce faste, David et Charlotte avançaient avec assurance, subissant l'admiration de leurs proches. Charlotte portait une robe dorée qui scintillait sous la lumière, ses talons claquant comme des tambours de victoire sur le sol en marbre. Elle se croyait au sommet de son ascension sociale. Son bras reposait sur celui de David comme une couronne sur un trône. Elle lui murmura fièrement. « Ce soir, je vais faire une déclaration.
les lèvres pincées d'arrogance. Elle avait l'habitude d'être vue, louée, enviée, et ce soir, rien n'allait perturber sa performance. Mais soudain, elle la vit. Rita, vêtue d'une robe bleu marine fluide, les cheveux bouclés, la posture élégante et raffinée, elle avait l'air d'une femme complètement différente, radieuse, calme, insensible à la douleur. Pendant un instant, Charlotte ne la reconnut pas. Elle cligna des yeux, pencha la tête et fixa du regard. Puis elle réalisa. David, siffla-t-elle en tirant sur sa manche. N'est-ce pas? David se retourna. Son regard se posa sur Rita et il se figea. La femme qu'il avait moquée, humiliée et rejetée se tenait maintenant telle une reine. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-il. Aucun d'eux ne savait que Rita était arrivée avec Charles Michael. Elle se tenait légèrement à l'écart, discutant avec quelques invités âgés. De là où ils étaient, aucun signe de Charles près d'elle. Pour eux, c'était comme si Rita avait gâché l'événement. Cette vision déclencha une intoxication chez Charlotte. Colère, confusion, jalousie, le tout enveloppé d'insécurité. Elle ne comprenait pas comment Rita pouvait paraître si calme, si sûre d'elle. Elle n'a aucune honte, rétorqua Charlotte. Que fait-elle ici? Quémander des miettes? Avant que David ne puisse l'arrêter, Charlotte traversa la salle de bal en trombe. Les invités se séparèrent, confus, certains la reconnaissant grâce à la presse people, d'autres intrigués par la tension qui crépitait dans sa foulée. Rita la remarqua et se retourna lentement, l'air indéchiffrable. Charlotte n'attendit même pas de la saluer. « Alors voilà où tu en es, ricana-t-elle. Tu suis les riches en espérant que quelqu'un te lance un os. » Rita resta silencieuse. La voix de Charlotte s'éleva. « Ne fais pas la classe, tu es toujours le même rat d'église. Peu importe comment tu t'habilles, tu seras toujours en dessous de moi. » Les invités commencèrent à murmurer, certains semblant mal à l'aise. Le silence de Rita ne fit qu'accroître la colère de Charlotte. On aurait dit un rejet, une indifférence à une guerre que Charlotte avait déclarée des années auparavant. Et puis c'est arrivé. Dans un moment d'égoïsme et de haine, Charlotte s'est avancée et a giflé Rita violemment. Le bruit a résonné dans la salle de bal. Des exclamations de surprise éclatèrent. « Un servir la issa, tomber un plateau. » David s'avança instinctivement, mais il était trop tard. La tête de Rita était penchée sur le côté, les joues rouges, ses yeux clignant lentement comme pour absorber le choc. Pourtant, elle n'éleva pas la voix. Elle ne pleura pas. Elle redressa les épaules, regarda Charlotte dans les yeux et dit doucement « Tu ne te rends même pas compte de l'ampleur de ta bêtise. » Le silence s'installa dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers eux. Certains invités commencèrent à sortir leur téléphone. Du fond de la salle de bal, une silhouette imposante se retourna et s'avança vers le tumulte. Charles Michael avait tout vu, et il ne souriait pas. Les pas de Charles Michael résonnèrent dans la salle de bal tel un battement de tambour de justice. La foule s'écarta instinctivement pour lui, comme si elle pressentait l'approche d'une tempête. Vêtu d'un smoking élégant et d'une pochette argentée, sa seule présence étouffait tous les murmures. Lorsqu'il rejoignit Rita, qui se tenait toujours debout avec un calme remarquable, il ne lui adressa pas la parole immédiatement. Il regarda plutôt sa joue rougie, puis tourna son regard perçant vers Charlotte, qui n'avait toujours pas réalisé ce qu'elle avait fait. Charlotte commença à parler, la voix pleine d'indignation. Elle n'a rien à faire ici. Comment ose-t-elle se montrer? Mais Charles leva la main, et le silence qui suivit fut assourdissant. Ça suffit, dit-il calmement, mais sa voix était d'une dureté inouïe. Tu as causé assez de dégâts pour toute une vie. Charlotte hésita, sa bravade s'évanouissant lorsqu'elle réalisa qui il était. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, la reconnaissance se faisant jour lentement et avec horreur. « Attends, tu es » balbutia-t-elle. Charles ne la laissa pas finir. Il s'est tourné vers l'agent de sécurité le plus proche. « Escortez cette femme. Elle a agressé ma femme. » Le poids de ces mots s'abattit sur Charlotte comme un mur. « Tu es quoi » halta-t-elle. Les yeux de David s'écarquillèrent d'horreur, la bouche entr'ouverte. « Femme » répéta-t-il, incrédule. Les murmures dans la salle de bal se transformèrent en une vague d'étonnement. Les gens eurent le souffle coupé. Certains applaudirent. D'autres contemplèrent avec admiration la femme silencieuse qu'ils avaient autrefois négligée, se dressant désormais fièrement comme l'épouse de l'un des hommes les plus puissants du pays. Charlotte recula, son égo s'effondrant sous les yeux de centaines de personnes. « Tu l'as épousée » demanda-t-elle, stupéfaite.
Charles lui lança un dernier regard. « J'ai épousé la femme dont tu t'es moqué. La femme que tu croyais inférieure à toi. Et ce soir, je veux que le monde voie ce qui arrive quand le mal tente de briser la lumière et échoue. » La sécurité a attrapé Charlotte par le bras. Elle a crié et a essayé de s'éloigner. « Tu ne peux pas faire ça. » Je ne savais pas. Elle m'a provoqué, mais sa voix a été étouffée par les applaudissements qui ont suivi son départ. Ceux-là même qui la regardaient défiler fièrement lui tournaient maintenant le dos. David restait paralysé, son monde tournait à toute vitesse. Charles se tourna ensuite vers lui, d'une voix calme et aiguë. « Quant à toi, David Stéphane, tu es par la présente renvoyé de notre groupe, avec effet immédiat. Je ne tolérerai personne qui insulte, se moque ou dévalorise les autres, et surtout pas ma femme. Votre accès au bureau a été révoqué. Une équipe de sécurité vous escortera hors de chez vous ce soir. » Le visage de David pâlit. « Monsieur, s'il vous plaît. Je ne savais pas. » Charles l'a interrompu. « Mais tu aurais dû. Et même si tu ne l'as pas fait, ta cruauté parle d'elle-même. » David s'effondra sur une chaise, les mains sur le visage. Le silence autour de lui était pesant. L'humiliation était publique et irréversible. En quelques secondes, il était passé du statut de cadre dirigeant à celui de paria. Les invités l'avaient quitté. Personne ne manifesta de compassion. Il leva les yeux et croisa le regard de Rita, qui se tenait calme, noble et imperturbable. Elle ne jubilait pas. Elle ne sourit pas. Son silence était le jugement le plus fort de tous. Charlotte était partie. David était sans emploi. Et la femme qu'il avait autrefois rejetée était désormais intouchable, radieuse, victorieuse, non pas à cause de sa richesse, mais parce que sa dignité ne l'avait jamais quitté. Charles passa doucement son bras autour de la taille de Rita. « Rentrons à la maison, » dit-il, et ensemble ils s'éloignèrent, tandis que David les regardait disparaître dans un avenir qui ne pourrait plus jamais être le sien. Les jours passèrent, mais l'histoire du gala ne s'estompa pas. Elle se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, dans les journaux et dans les journaux télévisés. Les gros titres ont qualifié cette soirée de justice poétique, tandis que les vidéos de la gifle, de l'arrestation et de la déclaration d'amour de Charles se sont propagées. Les milieux d'affaires ont vibré d'admiration et de prudence. Les dirigeants ont murmuré que Charles Michael avait redéfini le pouvoir, non seulement en affaires, mais aussi en personnalité. Rita est devenue un symbole de résilience et de rédemption. Les invitations à des interviews et à des conférences publiques ont afflué, mais elle les a toutes déclinées. Elle ne recherchait pas la célébrité. Tout ce qu'elle désirait, c'était la paix. Pendant ce temps, le monde de David s'écroulait. Il perdait sa position, sa réputation et son statut social. Sans revenu stable, son train de vie luxueux s'est effondré. Ses partenaires commerciaux ont pris leur distance. Et pire encore, Charlotte a disparu. Charlotte avait fui le pays 2 nuits après le gala. Elle n'avait laissé aucun message, aucune explication, seulement un appartement vide et un compte en banque déjà vidé. David avait essayé de l'appeler, de lui envoyer des messages, des emails. Rien. Elle l'avait utilisé pour son argent et ses relations. Et maintenant qu'il n'avait plus rien, elle le jeta comme une serviette usagée. Cette prise de conscience le frappa comme une épidémie. Il avait tout perdu pour une femme qui ne l'avait jamais vraiment aimé. Son orgueil avait maintenant un goût de cendre. Et dans son chagrin, il pensait à la personne à qui il avait fait le plus de tort, Rita. Il se souvenait de ses prières, de sa voix douce, de sa loyauté. Il se souvenait de la nuit où il l'avait mise à la porte. L'enveloppe, les larmes, son silence. Maintenant, ce même silence le hantait chaque nuit dans son minuscule 2 pièces. Un dimanche après-midi, David se tenait devant l'église où Rita s'était réfugiée. Il avait attendu, espérant l'apercevoir. Et juste au moment où il s'apprêtait à partir, un SUV noir s'est arrêté. La porte s'ouvrit et Rita sortit, vêtue d'une simple robe blanche et d'un foulard assorti. Elle était toujours aussi magnifique, mais différente. Sûre d'elle, élevée, intouchable. David se précipita vers elle. « Rita » appela-t-il. Elle se retourna lentement, surprise de le voir. « Silty plate » dit-il en tombant à genoux. « J'étais aveugle. J'étais stupide. J'ai tout perdu. Je n'attends pas de pardon, j'avais juste besoin de m'excuser. » Rita le regarda en silence. Pendant un long moment, elle resta silencieuse. Puis elle s'agenouilla près de lui, non par compassion, mais par dignité. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, » dit-elle doucement. «
Mais pardonner n'est pas synonyme de rendre l'appareil. Je suis passé à autre chose, David. Je ne suis plus ton passé. Je suis l'avenir de quelqu'un d'autre. Elle se leva et se dirigea vers son mari qui l'attendait, témoin silencieux de la scène de loin. Charles ouvrit la portière, lui prit la main et lui baisa les doigts. Tandis qu'il s'éloignait, David resta agenouillé sur les marches de l'église, le visage enfoui dans ses mains. L'endroit même où il l'avait rejeté était devenu le lieu de ses comptes. Et tandis que Rita appuyait sa tête sur l'épaule de Charles, elle murmura. « Merci, mon Dieu, d'avoir utilisé le rejet pour me réorienter. » Derrière elle, la douleur. Devant elle, c'était la paix. Et enfin, son histoire ne concernait plus celui qui l'avait blessé, mais celui qui l'avait guéri. C'était la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.